Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la dernière conférence de la Laracon AU 2018, celle de Matt Stauffer, Patterns That Pay Off. C'est une conférence très intéressante, ça finit les conférences qu'on finit en beauté, et donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc la première chose, c'est qu'il va expliquer ce que c'est qu'un pattern et comment les utiliser. Il explique qu'il y a deux types de patterns. Les patterns préventifs, qui sont à respecter dans 99% des cas, donc les patterns que vous allez vraiment toujours vouloir respecter. Par exemple, en Laravel, éviter les n+1 queries, éviter d'utiliser env dans des fichiers qui ne sont pas des fichiers de config. Voilà, c'est des patterns qui sont faciles à respecter, qui n'impliquent pas grand-chose, mais qui améliorent grandement votre possibilité à votre application, les qualités de votre application. Ensuite, il y a les patterns réactifs qui, eux, on a un problème, on va essayer de résoudre ce problème via un pattern. Et donc ça, c'est souvent le cas, c'est souvent les patterns que les gens vont utiliser justement systématiquement. Et c'est ça le gros problème qu'il pointe dans sa conférence, c'est que les gens, ils n'ont pas encore le problème, ils vont quand même utiliser le pattern. On ne sait jamais au cas où. Donc ça, c'est vraiment un problème et il l'explique très bien avec les deux acronymes YAGNI et KISS. Alors YAGNI, c'est You aren't gonna need it, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de ce chose-là. Les gens, ils vont utiliser le pattern en se disant, je vais en avoir besoin plus tard, alors qu'en réalité, 6 mois plus tard, soit l'application elle est abandonnée, soit l'application elle a pris une toute autre tournure et on n'en a plus du tout besoin. Donc voilà. Donc, keep it simple, stupid, comme qui dirait l'acronyme KISS, c'est-à-dire garder un code simple et n'essayez pas de prévoir le futur. Il montre aussi une slide de la Laracon EU qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et qui dit qu'on essaye d'analyser le produit qu'il va y avoir dans 6 mois, dans un an, mais généralement on se trompe tout le temps. On a toujours une fonctionnalité qu'on n'avait pas prévue qui arrive et donc c'est pas la bonne solution d'essayer de tout prévoir à l'avance et d'essayer de créer quelque chose de très complexe et de pas très justement maintenable, mais qui va essayer de prévoir tous les cas. Et quand il y a un cas qui n'est pas prévu, ça casse tout. Alors que d'avoir un code simple et de le garder justement simple, on va pouvoir mieux évoluer. Peut-être qu'on n'aura pas tout prévu, peut-être qu'on devra supprimer du code pour faire évoluer le projet, mais ce n'est pas ça qui est le plus difficile. D'ailleurs, il l'écrit, n'écrivez du code qui est facile à supprimer. Si vous êtes trompé, si votre code reste simple, c'est très facile à supprimer, à modifier, à remplacer. Alors que si vous avez fait une grosse architecture, c'est beaucoup plus compliqué de supprimer une grosse architecture parce que tout est lié entre eux et ça peut devenir complexe. Donc voilà. Ensuite, il va expliquer quelques patterns qu'il trouve intéressants. Donc le premier, c'est de garder une codebase consistante, c'est-à-dire d'avoir toujours le même formatage, de toujours utiliser les mêmes termes. Ça permet d'éviter d'avoir à réfléchir à ce genre de choses. C'est pas très intéressant de réfléchir à où est-ce qu'on va mettre le retour à la ligne, où est-ce qu'on va mettre l'accolade. C'est pas très intéressant. Et également d'avoir les nouveaux venus dans l'équipe, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont un standard, une architecture à suivre et ils savent ce que c'est. Donc, essayez d'utiliser votre cerveau pour des choses utiles pour le produit, pour le client, plutôt que d'essayer de l'utiliser pour formater le code. Utilisez des outils pour ça, ça fonctionne très bien et ça améliore grandement la qualité de votre code. Surtout en lecture, en fait, on lit beaucoup plus facilement quelque chose qui est uniforme plutôt que quelque chose qui est un petit peu épars. Ensuite, il explique le pattern des 4 eyes. Qu'est-ce que c'est que les 4 eyes? C'est d'avoir 4 yeux toujours sur le même code. C'est-à-dire que quelqu'un qui va l'écrire, les 2 premiers yeux, et ensuite quelqu'un qui va le lire et qui va le review, donc ce qu'on appelle les pull requests ou les merge requests avec GitHub et GitLab, c'est-à-dire lire le code de quelqu'un d'autre pour essayer de voir les bugs ou de voir les problèmes ou de voir les choses qui pourraient être améliorées. C'est toujours bien de faire ce système-là parce que quand on écrit du code, on ne voit pas généralement la big picture, l'image globale du projet. On est vraiment dans notre code et on peut passer à côté de bugs ou de choses un peu bizarres. C'est comme quand vous écrivez un texte, généralement quelqu'un qui relit votre texte après, il va trouver des fautes d'orthographe, alors que vous, ça fait 10 fois que vous le lisez et vous n'avez toujours pas vu la faute. Mais c'est juste parce que vous êtes dans votre truc et que vous n'arrivez pas à voir un petit peu en dehors de ce que vous avez fait. Donc ça, c'est vraiment toujours très intéressant pour améliorer la qualité d'une application parce que vous allez toujours comme ça progresser. Le reviewer va proposer des améliorations et du coup, la qualité va se retrouver améliorée. Si vous êtes tout seul ou même si vous êtes dans une équipe, il est toujours bien aussi de review son propre code, de l'écrire un jour et puis le lendemain, peut-être à tête reposée, relire tout son code pour voir un petit peu tout ce qu'on a oublié, les commentaires qu'on a laissés, les DD des fois qui traînent, ou même une amélioration en disant « Ah tiens, ça j'aurais pu le faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. » Voilà. Même tout seul, on peut le faire et ça améliore grandement la qualité des applications. Il y a aussi un point important qu'il dit à la fin, c'est qu'on partage la responsabilité du nouveau code. Et ça, c'est vraiment super intéressant, d'ailleurs, j'y reviens rapidement. C'est qu'en fait, quand on est 2 personnes à avoir vu le code et avoir validé le code, s'il y a un gros bug dans ce code qui plante toute l'entreprise, c'est pas un individu qui va être à blâmer pour cette erreur. Quelle que soit l'entreprise, de toute façon, on ne devrait pas blâmer un individu pour un problème comme ça. C'est pas le problème de l'individu, c'est le problème de l'entreprise en général, dans ce genre de cas. Mais quand on est 2, généralement, on peut plus simplement se reposer,
Voilà, être cohérent et être solidaire. Voilà, c'est le terme que je cherchais, être solidaire quand le nouveau code est introduit. S'il y a un gros bug, bah voilà, on est solidaire, c'est l'équipe en général, c'est même pas que les 2 personnes qui ont regardé le code, c'est l'équipe en général qui est responsable et il faut faire quelque chose, il faut plutôt trouver une solution plutôt que de blâmer les gens. Donc ça c'est quelque chose aussi d'important, même si ça peut être un désavantage dans certains cas parce que aucun des deux ne peut regarder le code. Il se dit ah tiens, l'autre va regarder, bon, je push comme ça, et puis l'autre se dit bon il a déjà regardé, je vais push comme ça. Ça aussi c'est un problème par contre de cette partie-là. Ensuite, un pattern que moi j'aime beaucoup, Monolith First. Je ne suis pas un grand fan des microservices, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Donc là, il explique vraiment rester monolithe au maximum dès le début. Les microservices, les API, c'est des patterns qui répondent à un problème. Si vous n'avez pas encore ce problème, eh ben, ça ne sert à rien de partir sur une API First, ça ne sert à rien de partir sur microservice First si vous n'avez pas les problèmes auxquels répondent les microservices ou les API. Quand vous avez un monolithe, ça permet d'avoir pas mal d'avantages. Vous avez plein de problèmes qui peuvent arriver avec les API ou les microservices que vous n'aurez pas à gérer avec un monolithe. Donc, restez sur un monolithe tant que vous le pouvez. Et dès que vous avez des problèmes avec ça, eh ben, essayez d'étudier les solutions possibles, que ce soit microservices, API ou autres. Mais voilà, essayez d'étudier les solutions et de les prendre, pas comme on disait au début de la vidéo, c'est-à-dire ne pas les prendre systématiquement, y réfléchir et vérifier qu'on a bien le problème avant de faire le pattern. Ensuite, il explique d'utiliser des seeds pour remplir sa base de données locale. Beaucoup de gens utilisent des dumps de la base de données de production. Alors ça pose des problèmes bien sûr de sécurité et de confidentialité des données parce qu'on se retrouve avec des données, on va dire, clientes sur notre machine. En plus, on peut avoir des problèmes du genre envoyer un mail à toute la base de données. On peut avoir des problèmes comme faire payer toute la base de données un certain montant. Ça peut être vraiment assez grave. Et donc du coup, il vaut mieux utiliser des seeds et avoir des données aléatoires et essayer qu'elles soient le plus représentatives possible. Ça permet aussi, quand on a des nouveaux développeurs, qu'ils aient facilement un accès à des données fraîches et des données qui sont représentatives. Et puis n'hésitez pas surtout à aller voir la base de données de prod par contre, pour voir les différents types de données que vous n'avez pas en local et de les recréer en local. Comme ça, une fois que vous les avez recréés en local, vous pouvez les utiliser. En plus, vous pouvez très facilement utiliser ces seeds ou du moins les systèmes que vous avez mis en place pour créer ces seeds, genre les factories en Laravel, pour tester plus facilement votre application. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Ensuite, il explique comment tester son application, justement. Comment on teste son application? On teste pour sauver notre boulot. C'est vraiment une expression que j'ai bien aimée dans sa conférence. Pourquoi sauver notre boulot? Il faut se poser la question, qu'est-ce qui, si ça cassait, on me virerait direct, on me licencierait parce que ça serait trop grave. Et en fait, voilà, c'est vraiment quand on teste, au lieu de tester 20% du code qui est super facile à tester, afficher des vues qui ne servent à rien, un marketing, voilà, et il vaut mieux tester les 20% du code qui sont vraiment cruciaux pour l'entreprise. Donc on peut se poser plein de questions. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de refactor? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Qu'est-ce que j'ai pas envie que ça casse? Si ça casse, c'est vraiment dramatique. Qu'est-ce qui fait stresser mes clients? Qu'est-ce qui me fait stresser moi? Et écrire des tests pour ce genre de cas, ça permet vraiment de se libérer d'un poids et vraiment d'être sûr que son application, elle ne va pas avoir de problème. Ou si elle a un problème, en tout cas, ce sera sur une partie mineure de l'application, un truc pas très important. Et donc ça, c'est vraiment important. Testez vraiment les bonnes parties de votre application et pas n'importe quoi. Ensuite, il explique aussi qu'il faut seed chaque test, donc c'est-à-dire ne pas avoir une base de données remplie au début du test, mais plutôt créer les données au début de chaque test. Par exemple, si je veux avoir 30 commentaires pour mon test, et je crée 30 commentaires au début du test. Et comme ça, j'ai un lien entre les données qui sont créées dans le test et vraiment le test, les actions et les assertions du test. Donc là, il explique un petit peu. Par exemple, on n'a pas de magic number. Des fois, on voit des tests en mode les commentaires, il y a 30 commentaires dans la base de données. Et il n'y a rien au-dessus. Et tu ne comprends pas d'où ça vient, tu ne sais pas pourquoi il y a ça. Et en fait, c'est juste parce qu'il y a un seeder quelque part qui remplit la base de données de test avec ces 30 commentaires. Donc si quelqu'un rajoute un commentaire, ça casse. Le 30, il est totalement magique, on ne sait pas d'où il vient. Donc il vaut mieux avoir une ligne au-dessus en marquant « Je crée 30 commentaires dans la base de données » et ensuite, juste en dessous, vérifie qu'il y a bien 30 commentaires dans la base de données. Là, au moins, on est clair et on sait d'où vient le chiffre. Mais ça, je l'ai dit et redit dans chacune de mes vidéos. C'est vraiment un des patterns que je trouve le plus intéressant. Vraiment, vos tests, il faut qu'on puisse raisonner à propos du test au même endroit, qu'on lise le test et qu'on comprenne tout ce qui se passe, qu'il n'y ait pas à aller voir autre part. Ensuite, il explique comment utiliser des custom requests. Alors pour ceux aussi qui regardent mes vidéos régulièrement, je ne suis pas un grand fan des custom requests, mais ça permet de faire certaines choses. Le seul problème que je vois dans ces choses-là, c'est quand on lit ces
c'est ce payoff, sa page qui nous explique quels sont les avantages justement des custom requests. Personnellement, je ne vois pas énormément d'avantages qui me concernent. Mais en même temps, ça reste un pattern qui répond à un problème, qui est utile dans certains cas, mais il faut vraiment être précis. Par exemple, smaller controllers, si on a des petits contrôleurs déjà, si on a un contrôleur de 10 lignes, les custom requests, ça ne sert pas à grand chose. Easier testing, si on ne teste pas les custom requests, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si on fait que des tests fonctionnels avec le système de Laravel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus d'avoir un custom request. Et Separate Repetitive Input Logic, si on n'a pas deux contrôleurs qui utilisent la même form request, même chose, ce point-là, il n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est là qu'on voit que, voilà, il l'a dit aussi ça dans sa conférence, et c'est là qu'on voit que les patterns répondent à un problème. Si on n'a ni répétition de cette request dans différents contrôleurs, si on teste en fonctionnel et qu'on ne teste pas en unitaire nos requests, et si on a déjà des contrôleurs petits, ce pattern-là n'a pas énormément d'intérêt, mais il peut en avoir si on a ces problèmes-là. Voilà, c'est vraiment, il faut le choisir pour une raison et pas l'utiliser aveuglement. Donc là, il va nous montrer aussi des patterns au niveau des views. Donc là, c'était aussi intéressant, il y avait pas mal de choses. Donc là, il explique le pattern du presenter. Donc on crée un nouvel objet post-presenter ici, qui va contenir le post, et dans ce post-presenter, on va pouvoir dupliquer, enfin pas dupliquer, mais justement abstraire certaines fonctions utiles pour présenter un post. Donc par exemple, formater la date à cet endroit-là, ou formater le body de Markdown à HTML. Enfin, on peut avoir pas mal de fonctions en SenseRec, et ça peut être utile effectivement pour simplifier le code de nos vues. Ensuite, un autre pattern pour gérer le code de nos vues, c'est le view model. Donc le view model, en gros, c'est on va passer un seul argument à notre vue, là par exemple le VM en bas, et on va avoir accès à $VM, et ce $VM va nous permettre d'obtenir n'importe quelle donnée. Voilà, on va tout mettre un petit peu à l'intérieur, et donc on voit top task, progress chart, voilà. On peut accéder à plusieurs types de données via cette VM. Ça peut être aussi une facilité pour éviter d'avoir à passer 10 arguments à notre vue. Si on voit qu'on a une vue où il y a 10 paramètres, 10 variables, et on n'en passe qu'une seule à cet endroit-là, et puis on peut avoir plusieurs fonctions à l'intérieur de cet objet. Ensuite, on a les objets responsible. Donc là, c'est implement responsible. C'est quelque chose qui a été arrivé dans Laravel il y a quelques versions déjà, qui permet d'avoir un objet avec une fonction toResponse, et on va pouvoir, par exemple ici, faire une réponse Ajax ou une réponse classique vue HTML en cas de si c'est une requête JavaScript ou si c'est une requête classique web d'un client. Et même chose, dans cet objet-là, on va pouvoir mettre des fonctions pour gérer les données qui vont être envoyées à la vue. Donc là aussi, c'est un outil qui nous permet de faciliter le code de nos vues et d'avoir des vues plus simples. Et enfin, les view components. Donc là aussi, c'est un autre pattern qui permet d'abstraire un bout de vue dans un objet. Donc là, c'est vraiment des idées de patterns qui montrent. Moi, j'en utilise quelques-uns de temps en temps de ces quatre-là. Ça peut être utile quand on a des vues un peu complexes, quand on a beaucoup de données dans la vue et qu'on ne sait pas trop comment les organiser. Donc là, c'est plein d'exemples de patterns. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous voulez des détails vraiment sur ces patterns-là. Mais c'est vraiment voilà, pour montrer des exemples et même chose, essayer de garder les choses simples. Donc là, les avantages d'avoir ce genre d'objet qui permettent d'abstraire ça. On a des plus petits contrôleurs, on sépare les données des sources. On peut tester aussi les objets manuellement, unitairement. Et puis voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui avantage à certains endroits, qui peut être trop lourd pour certaines applications, mais qui peut vraiment valoir le coup pour d'autres. Enfin, il finit pour dire qu'on n'a pas besoin finalement de tous ces patterns, et c'est justement comme ça ce dont je dis depuis le début de la conférence, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tous ces patterns, on a besoin vraiment de faire un produit qualitatif au niveau du client, et il faut vraiment analyser le problème pour trouver la meilleure réponse. Et ce n'est pas tout le temps systématiquement un des patterns complexes qu'on voit partout qui est la source de toutes nos solutions. Il parlait par exemple de l'event sourcing ou du CQRS, ce genre de petit peu de buzzword qu'on entend partout, et que les gens, on est développeurs, on aime bien apprendre de nouvelles choses, et donc du coup quand on apprend ce genre de choses, on se dit « Ah tiens, je vais en mettre partout ». Et en fait, c'est généralement pas une bonne idée de mettre partout un nouveau concept. Il vaut mieux attendre d'avoir le vrai problème, de réfléchir aux solutions, de trouver la bonne solution. Et si effectivement ce pattern-là, c'est la solution, allez-y, c'est comme ça qu'il faut le résoudre. Donc voilà pour cette dernière conférence, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Laravel. Et puis moi, je vous donne rendez-vous du coup pour la série e-commerce et Laravel, Laravel Nova et Vue.js et Laravel. On va tout reprendre naturellement le planning régulier dans les prochaines vidéos.